Hola, corridos, oyentes, bonjour, chers auditeurs, merci de votre fidélité d'écoute à Sport FM au menu de Plateau Foot Europe numéro 470. La Ligue européenne des champions avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid en taille patron. Le Barça et Chelsea valident leurs billets pour les huitièmes de finale. Les derbies à Rome, à Londres et à Madrid à décrypter dans les majeurs en première partie. La deuxième est consacrée au débat des spécialistes. Antonio Conte critique déjà le calendrier super chargé de la première ligue anglaise. Le manager de Chelsea estime qu'à cette allure, les clubs anglais ne gagneront jamais la Ligue européenne des champions. A-t-il raison? Les spécialistes donnent leur avis sur le sujet. Rubrique question des auditeurs, thème sportif et top 3 des Africains sont bien au rendez-vous. Nous accueillons en studio la Dream Team de Plateau Foot Europe, Morgan Frank Nunyama. Morgan en réel, Morgan auditeur. Comment vous allez? Ça va. Ça va bien? On rend grâce. De mieux en mieux. Ça va. Ça fait plaisir de vous revoir. Le plaisir. Ah oui. Voilà, le plaisir est partagé. Merci beaucoup d'être là, Frank Nunyama. Majesté Fifia Sogbavi, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue les confrères, les spécialistes autour de la table et je dis bonjour également à tous les auditrices et auditeurs. Merci d'être là. Merci. Buenos dias, Roméo Hitor. Buenos dias, Angelo. En forme? Très en forme. Vous êtes en vert? Oui. Pas comme les verts de Tocoin ni les Stéphanois. Merci, bienvenue. Et lui, il fait son grand retour dans l'équipe de Plateau Foot Europe. Lui, il s'agit de Ezekiel Ayi Ataï. Buongiorno. Buongiorno Angelo, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être là. Ah oui. De retour. Les congés, ça s'est bien passé? Oui, ça va. Suffisamment d'énergie pour la suite de la saison? Ça va. Pour l'instant, Armel Ouaba ne nous a pas encore rejoint. Vivement qu'il soit des nôtres. Bonjour également à Elom Adovan. Lui, c'est notre webmaster. Il nous permet d'avoir la vidéo de cette émission sur le www.sportfmtv.com. Mise en onde de ce numéro, Théo Ajavon. Présentation, Angelo Folique. Plateau Foot del Europa. Aquí vamos. Eh bien, la Ligue européenne des champions, oui, elle a été disputée en semaine, mardi et mercredi dernier. Nous commençons avec les matchs des groupes E, F, G et H, les matchs disputés mardi, bien sûr. À tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, nous démarrons avec le match du Real Madrid, double tenant du titre. Le Real qui se déplaçait du côté de Nicosie. Match sans appel, Ezekiel, 6-0 pour le Real. Et puis de l'autre côté, Dortmund qui perd à domicile 1-2 face aux Spurs de Tottenham. Oui, pour la victoire du Real Madrid, c'était attendu, tout simplement. Face à l'Hapoel Nicosie, il n'y avait pas comparaison. C'est quand même la petite équipe du groupe, l'Hapoel Nicosie. Donc le Real a tout simplement confirmé son rang. On a vu ce Real Madrid qui s'est amusé, qui avait le déçu. Donc sur les accélérations, que ce soit de Modric, des milieux de terrain, les attaquants laissaient cette défense de l'Hapoel sur place. Les joueurs ont les laissé pantois. Donc je pense que Cristiano Ronaldo et Benzema... Écart de niveau? Oui, c'est clair. Il y a eu un écart de niveau dans ce match. Benzema et Cristiano Ronaldo en ont tout simplement profité pour soigner leurs statistiques. Cristiano Ronaldo qui prend de l'avance au classement des buteurs de la Ligue européenne des champions. Ce n'est que bénéf pour lui et pour toute l'équipe. Maintenant, de l'autre côté, oui, où l'ambition peut-être, où les objectifs du Real au début de cette compétition, c'était peut-être de finir en tête de ce groupe-là. Mais il y a une équipe qui s'appelle Tottenham qui a fait le job de l'autre côté, puisque les Spurs sont allés battre le Borussia Dortmund à la maison au Signal Iduna Park. C'était pas donné, fallait le faire. Les Spurs avec Harry Kane et tous les autres ont répondu présent. C'est la grosse déception même de cette phase de poule, le Borussia Dortmund
qui, ma foi, pouvait mieux faire, avait les arguments, avait les joueurs pour tenir tête aux deux autres, au Real et aux Spurs de Tottenham. Mais malheureusement, ça n'a pas été du tout le cas. Et surtout, les 2 points pris face à l'Apoel Nicosie, en aller-retour, je pense que c'est là où le Borussia Dortmund a tout gâché. Et Franck Ngunyama, vous êtes surpris par cette déroute des jaunes et noirs cette saison en Ligue des Champions et en championnat? Surpris parce qu'au départ de cette compétition, le Borussia Dortmund était quand même leader de la Bundesliga. Personne ne peut prédire, on va dire, une telle catastrophe. Moi, j'appelle ça catastrophe parce que le Borussia Dortmund reste quand même une grosse écurie d'Europe, ancien vainqueur de cette compétition. Et au moment où le tirage au sort a été fait, beaucoup avaient dit que les deux premiers tickets seraient entre le Real et puis le Borussia Dortmund. Mais au fil des matchs, on a constaté que cette équipe ne ressent pas cette compétition. Elle a perdu le fauteuil de leader au niveau de la Bundesliga et puis c'est la plongée au fond de l'abysse du côté de la Ligue européenne des champions. Je crois que beaucoup ont quand même critiqué la manière de jouer de Peter Bosz, même l'entraîneur de la Nationalmannschaft qui reproche à cette équipe d'être trop offensif, mais derrière on n'arrive pas à bloquer les couloirs, on n'arrive pas à bloquer l'axe. Donc cette équipe, quand elle avance, elle n'a pas d'assurance derrière. Donc ce qui fait qu'elle attaque à un moment donné. Voilà, et elle ne trouve pas gain de cause et puis voilà, elle se fait battre. Donc 2 points, je me dis même que cette équipe risque de rater aussi l'Europa League parce que la dernière journée, on se déplace vers le Real. Justement. Et puis l'Apoel Nicosie est reçu par Tottenham. Donc c'est bien sûr les 2 clubs vont peut-être perdre, mais ça va se jouer au niveau des goals. Voilà, donc attention pour le Borussia Dortmund. Et pendant ce temps, nous saluons la rentrée en studio de Armel Ouaba. Bonjour, bienvenue. Bonjour Ezekiel, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Ah oui, justement, Ezekiel est de l'autre côté, moi c'est Angelo. Bonjour PF. Ça démarre très très bien. Non, ça se comprend, ça fait longtemps il m'a pas dit. Justement. Ça va de soi, quoi. On s'intéresse au groupe G avec le Beşiktaş qui réalise le nul. Oui, un nul, on peut dire assez avantageux puisque le club turc se qualifie pour la suite de la compétition. 1 but partout face au FC Porto et puis Monaco encore qui tombe à domicile. Cette fois-ci face à Leipzig, 1 but contre 4. Oui, c'est la fin pour les Monégasques. Oui. C'est ça aussi le mal des équipes moyennes dans des compétitions européennes. Oui. La saison dernière. Pour cette saison, Monaco est moyen. Oui, même la saison dernière. Mais elle était en demi-finale. Elle était en demi-finale parce qu'il y avait des joueurs de valeur, des joueurs qui avaient la volonté de tirer l'équipe vers le haut. Aujourd'hui, ces joueurs ne sont pas là et on retrouve Monaco perdu dans cette Ligue des Champions parce que Monaco aujourd'hui prendre 4 buts à 1 à domicile, ça fait mal, surtout au petit groupe des supporters monégasques qui ne vont pas vraiment au terrain, mais qui ont bravé tout pour être là, pour voir cette équipe même le Prince également est souvent au stade. Donc ça veut dire tout simplement que Monaco doit se donner encore du temps pour se reconstruire parce que cette équipe-là, elle ne fait plus du tout le poids face à ces autres équipes de cette poule. Monaco qui va rater la Ligue Europa après avoir disputé une demi-finale de la Ligue des Champions. Je crois que c'est le plus mauvais résultat d'un club français en Ligue des Champions. Fifi, vous qui patronnez la Ligue 1 Conforama, est-ce un véritable désastre pour les Monégasques? Véritable désastre pour les Monégasques parce que vu leur parcours la saison dernière, on peut le dire maintenant, mais quand vous voyez le championnat Conforama, Ligue 1 Conforama depuis le début de la saison, il faut se poser des questions, il ne faut pas être trop surpris également parce que depuis le début de la saison, c'est vrai que Monaco essaie deuxième de la Ligue 1, certes, mais dans le jeu, on n'a plus retrouvé cette équipe de Monaco qu'on avait la saison dernière avec le départ de beaucoup de cadres qui sont les meilleurs joueurs sont totalement partis et on n'a jamais su les remplacer valablement dans cette équipe et la Ligue des Champions ne pardonne pas, c'est la plus haute compétition en Europe de football des clubs, donc automatiquement on a compris sur le plan européen que Monaco est inexistant. 3 matchs
perdus à domicile par Monaco. Les 3 matchs à domicile sont perdus par Monaco. 9 points perdus comme ça. 9 points perdus à domicile par Monaco. Aujourd'hui, Monaco ne jouera même pas la Ligue Europa dans ce groupe. Alors que c'était avec le Paris Saint-Germain, on disait que Monaco était le mieux loti au début lors des tirages au sort. Dans ce groupe-là. Dans ce groupe-là, il y avait qui? Il y avait Besiktas, FC Porto et puis Leipzig. Et quand on voyait le parcours de Monaco la saison, on se disait qu'en principe, Monaco devait marcher sur ce groupe-là. Mais malheureusement pour Monaco, ils n'ont pas su garder leur effectif, garder ou bien changer faire un nouveau truc avec cet effectif là et ça fait cash. Aujourd'hui Monaco ne jouera même pas la Ligue Europa et maintenant dans ce groupe c'est la 2e place qui sera difficile à prendre entre Porto et Leipzig. Porto et Leipzig, les 2 clubs ont 7 points. Exactement. Il reste un match à jouer. Je n'aimerais pas être à la place de ces 2 clubs-là. Besiktas, lui, est déjà qualifié. Donc, entre Porto et le Leipzig, ça reste une guerre à suivre, dans le bon sens du terme, bien sûr. Le groupe F avec vous, Manchester City, qui, épingle Feyenoord 1-0. Et puis Napoli, qui se relance 3-0 face au Shakhtar Donetsk. Oui, il faut dire que City domine les débats d'une façon outrageuse. Déjà qualifié. Je pense même que à la dernière journée, il va falloir tourner l'effectif pour pouvoir, pour apercevoir d'autres joueurs. Oui. Maintenant, la 2e place, elle se joue entre le Napoli et bien sûr le Shakhtar Donetsk. Pour le moment, avantage au club ukrainien qui quand même a une très grosse expérience aussi pour la Ligue des Champions. Mais si on peut parler de la déception Dortmund, pour moi, l'autre déception serait également de voir le club italien, le Napoli, ne pas franchir cette première étape. Armel, vous vous rappelez, il y a une saison, le Napoli a fini, je pense, avec 12 points, mais a été éliminé. Oui. Vous vous rappelez? Oui, alors qu'au même moment, qui passait avec 7 points. Voilà quoi, donc ce sont les réalités de cette compétition. Mais comme je le disais, j'aimerais aussi voir le club italien franchir tout au moins cette première étape. Napoli avec des joueurs comme Dries Mertens, il faut le rappeler. Le groupe E, avec vous, Ezekiel, le Spartak Moscou qui fait match nul, 1-0 face au Maribor. Et puis, quand même, ce match, 3-0 entre Séville et Liverpool. Oui, en suivant ce match entre le FC Séville et Liverpool, ça nous a rappelé 2007. 2007 où Liverpool, finale de Ligue des Champions. Voilà, Liverpool était mené par 3-0 face au Milan AC. 2005. 2007, c'était la revanche. Merci Franck. Voilà. Vous êtes la bibliothèque de cette 2005 où Liverpool était mené par 3-0 et à la fin revient au score. Oui. C'est la même chose qui est arrivée. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Mais c'est quand même dommage pour une équipe d'un tel niveau, mener 3-0 à la mi-temps. On se disait match plié pour cette équipe. Oui. Et tout doucement, le FC Séville qui est revenu dans ce match-là. C'est là où on reproche aussi des fois au club anglais leur manque de discipline. Parce que tactique, oui, de discipline tactique, je veux dire. Parce que des fois, c'est plus le spectacle. On joue pour jouer. C'est ce qui se passe souvent en première ligue. Et c'est ce qui explique justement que le premier peut perdre face au dernier. Quand on voit le Paris Saint-Germain jouer aujourd'hui, il y a... Par exemple, tactiquement, ils sont très disciplinés tout au long du jeu. La dernière fois, en deuxième mi-temps, on a vu cette équipe jouer où peut-être l'entraîneur pouvait donner des consignes, changer quelques joueurs et voilà, maintenir ce score de 3-0 ou en marquer. Mais c'est le FC Séville qui a fait le jeu. Mais il faut reconnaître quand même que les Sévillans, dans ce match-là, ont joué le tout pour le tout. À un moment donné, ils pouvaient prendre d'autres buts. Et ils ont cru jusqu'au bout. Voilà, ils ont décidé tout simplement de revenir ou d'en prendre. Voilà, donc ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. À la fin, ils sont revenus au score pour faire 3 buts partout. C'est quand même un peu dommage pour Liverpool, mais pour le spectacle, nous on a vu assez de buts quand même. C'est ce que les spectateurs, les téléspectateurs attendent. Cette équipe, moi, je me dis qu'elle ne mérite pas d'être qualifiée de grande équipe. Parce que Liverpool, je veux dire. 3-0 à la mi-temps face au Football Club Séville, c'est vrai, mais quand on parle de l'histoire, Séville ne représente rien. Je pense 5 ou 7 Ligues des Champions quand même. Ne représente rien face à Liverpool. Vous menez 3-0 et après vous vous faites rattraper. C'est quand même dommage. Il a parlé de discipline tactique. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Parce que là, mais supposons quand même qu'ils se sont sentis également suffisants, Franck? Oui, peut-être.
peut-être, supposons que c'est sur ce match que Liverpool pouvait se qualifier, mais on perdrait la qualification lamentablement. Et puis de l'autre côté, je voudrais saluer quand même l'entraîneur Sévillan, l'ancien international argentin Berizzo. Tout à fait. Il semble que dans les vestiaires, il a dit à ses joueurs, et c'est la première fois qu'il a révélé ça, je suis atteint de cancer de prostate. Oh là là. Jouez, même si vous allez mourir sur le terrain, faites-le pour moi. Et voilà, donc je crois que ça a payé. Ça a payé, il va suivre un traitement très bientôt. Donc je pense que Liverpool, on parle de Liverpool, moi ça reste un grand club entre griffes pour moi, parce que lorsque vous voyez un peu les résultats, c'est quand même dommage. Ça. Oui. Mais ce n'est aussi que la copie de ce qu'on voit en Première Ligue. On l'a dit ici plusieurs fois que Liverpool ne séduit plus. Ce n'est pas une grande équipe, c'est vrai, c'est un grand nom, mais Liverpool prend beaucoup de buts. En Première Ligue cette saison, une défense qui n'est pas sereine, et ce n'est que ça qu'on revoit un peu en Ligue. On a vu la dernière fois en Ligue des Champions. Oui, Angelo, si tu permets rapidement, on faisait le parallèle entre le match, la finale de 2005, avec ce match-là, et bien quand Franck affirme, nous donne une affirmation du coach, de l'autre côté, c'était Steven Gerrard qui a pris la parole dans les vestiaires, il a dit, je suis né dans ce club, quand on perd, je ne pourrai plus y retourner. Voilà. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Direction le Stadio Olimpico ou le Juventus Stadium, pardon, où la Juve a fait match pour nous, pour certains, pour beaucoup d'observateurs. Il n'y avait pas match du côté du Juventus Stadium entre les Bianconeri et puis les Catalans. Roméo Hector, vous confirmez? Oui, bon, il n'y avait pas eu match, c'était un peu décevant. 0-0. 0-0. On a du mal même à regarder ce match. On dirait même pas que ce sont deux grands clubs d'Europe. Oui, véritablement. L'enjeu a tué. Non seulement ça, je crois qu'aujourd'hui, le FC Barcelone n'est plus cette équipe extraordinaire, mais une équipe réaliste qui s'est jouée avec sur ses valeurs, justement. Le Football Club Barcelone qui savait que même avec un match nul, il passait pour le tour suivant. On a démarré le match sans Messi qui était sur le banc. Ça veut dire tout simplement que le FC Barcelone n'avait pas envie de jouer à fond pour gagner ce match, même chercher un score nul. Ça arrange les Blaugrana. Du côté de la vieille dame, c'est là où c'est un peu décevant, parce que la Juve devrait gagner ce match pour se mettre à l'abri, parce qu'elle est toujours menacée. Elle n'a pas encore cette deuxième place là, mais vous savez, le football c'est comme ça. Et même ça la première place du groupe pouvait se jouer sur ce match. Lors de la saison dernière, on a vu la Juve battre Barça à domicile, et au match retour aller chercher un match nul. Je crois que c'est la photocopie de la saison dernière qu'on a constaté l'autre fois. Et je crois que la Juve, pour le dernier match, doit carburer dur pour pouvoir avoir la deuxième place. Et parlons de cette formation de l'Olympiakos qui est bon dernier avec un point. C'est difficile pour Alexis Romao. Oui, qui ne va même pas jouer la Ligue Europa. Mais c'est un bon apprentissage pour Olympiakos. Mais je suis un peu triste pour cette formation. Après le match héroïque face à FC Barcelone à domicile, je me disais que cette équipe au moins peut marquer un but et espérer disputer la Ligue Europa, puisque la dernière journée ça va être encore compliqué. Puisque elle joue contre la Juve, si je ne me trompe pas. Donc la Juve aussi cherche des points. Le groupe C, avec Karabakh qui coule face au Chelsea Football Club 4-0, et puis 2-0 pour l'Atlético Madrid face à l'AS Roma. Et enfin. Avec un magnifique but d'Antoine Griezmann. Enfin une réaction des colchoneros qui nous avait véritablement étonné d'une façon négative dans cette poule. Mais il faut dire que cette victoire relance un tout petit peu les débats quand même. Oui, dans ce groupe-là. Dans ce groupe-là. Actuellement, Chelsea a 10 points, la Roma 8, l'Atlético 6. Voilà, donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, Chelsea, les Blues normalement devraient eux passer.
Maintenant, ça relance. Déjà qualifié. Déjà qualifié. La deuxième place va se jouer entre la Roma et l'Atlético Madrid. Ce serait bien pour les hommes de Diego Simeone de revenir, vu tout ce qu'ils ont donné ces dernières années. Mais en même temps, ce serait une grosse déception aussi pour la Roma, qui a fait un résultat énorme face à Chelsea. Donc voilà qu'on va attendre de voir la fin. Pour la suite. Moi, j'étais quand même surpris de voir la Roma jouer de cette façon-là la dernière fois. C'est une équipe qui avait refusé carrément de jouer. 0 tir cadré dans ce match pour la Roma sur 90 minutes. Comment on peut s'imposer alors? On peut jamais s'imposer. Peut-être une touche directe. Oui, 0 tir cadré, 0 marquoir. Oui, donc ça se comprend. C'est vrai qu'il y a eu un poteau pour la Roma, mais il n'y a pas eu de tir cadré dans tout ce match-là. Est-ce qu'ils ont laissé des plumes par rapport au derby face à Lazio? Oui, c'est vrai qu'il y a eu un gros match, de l'autre côté en week-end face à la Lazio, mais la Roma pouvait quand même mieux faire. La Roma pouvait jouer, mais la Roma a refusé de jouer. L'Atlético en a profité. Le groupe B avec Franck Lunyama, Anderlecht, qui a titillé le Bayern, qui s'est finalement imposé 2-1, et puis le gros carton de la journée, 7-1. Un score 7 du Paris Saint-Germain face au Celtic. Oui, Paris Saint-Germain, on savait que ce match serait juste une formalité pour les hommes d'Unai Emery. Oui. Parce que les joueurs sont très en forme. Ils sont très en forme et tactiquement, ils sont en place. Donc cette victoire ne surprend personne. Du côté du Bayern, ils ont eu quand même chaud face à Anderlecht. Jupp Heynckes a déclaré que nous avons mal joué. Donc, mais derrière, l'essentiel a été fait. 3 points en attendant. Dire ce match Bayern le 6 décembre prochain. 6 décembre par rapport à la dernière journée. Donc je crois que l'essentiel pour les deux clubs est fait. La qualification est assurée maintenant. Il faut regarder la suite. Fifi, le Paris Saint-Germain envoie un signal fort à l'Europe. Bon, Quel est votre avis? je me dis que le Paris Saint-Germain a montré au cours de cette phase qu'il est présent, qu'il veut jouer également les premiers rôles en Europe, mais ce sera suffisant. On n'est qu'au stade des matchs de poule. On est qu'au stade des matchs de poule. Battre le Bayern de Munich 3 buts à 3-0 au match aller, c'est déjà un signal très très fort. Mais il faut reconnaître qu'à l'époque, le Bayern n'était pas très très en forme. Et le Bayern avait beaucoup de problèmes. Maintenant, on verra bien au match retour si réellement le Paris Saint-Germain peut jouer les premiers rôles. Mais déjà, il faut quand même reconnaître que avoir 15 points, n'avoir perdu aucun match, avec autant de buts marqués, c'est une très belle performance. Et c'est quand même une sérénité pour la suite de la compétition. Moi, ce qui me surprend, c'est le traumatisme quand même de cette équipe que vraisemblablement elle a dû abandonner plus tôt qu'on pouvait le croire. L'année passée, c'était quand même la catastrophe qui s'est abattue sur Paris, la ville tout entière avec ces joueurs-là. Ça veut dire que derrière, il y a eu un travail de mental très fort qui a été fait pour voir ce Paris Saint-Germain, certes, dominer ce groupe, mais de quelle façon? Avec une domination extraordinaire des buts, des avalanches, un seul but encaissé. Ça veut dire que cette équipe, quoi que l'on puisse croire, le cataclysme face au FC Barcelone est loin derrière. Est loin. Oui, c'est vrai que ce n'est que la phase de poule, tellement de vitesse, tellement de justesse technique, trop de talent ou beaucoup de talent même dans cette équipe du PSG, c'est clair. On comprend pourquoi le Celtic Glasgow n'a pas existé dans ce match-là. Le Celtic a marqué premièrement à la première minute. C'est là où on a vu la réaction du PSG. Et c'est là où on a vu la réaction du PSG tout de suite. Marquer 7 buts, d'accord. Mais moi, je trouve quand même que Unai Emery ne tourne pas assez cette équipe. Ne tourne pas assez l'effectif parce qu'il a des joueurs sur le banc. Lesquels? Ils sont nombreux. Oui. On parle de Draxler, de Di Maria, ils sont nombreux. Mais je trouve qu'il ne tourne pas assez. Mais pour l'instant, ça marche pour lui. Oui, pour l'instant, ça marche. Mais n'oublions pas que la saison est longue. Donc, au fil des matchs, au fil de la saison, il y a des joueurs qui pourront s'émousser et on reconnaîtra peut-être plus cette équipe du PSG. L'autre question également, c'est du côté du groupe A. Est-ce que Manchester s'émousse déjà avant la fin des matchs de poule, puisque les Red Devils se sont inclinés 0-1 devant le FC Bâle et puis le CSKA Moscou qui bat 2-0 le Benfica. Le Benfica
éliminé, 0 pointé de toute compétition européenne. Il n'est pas le seul à avoir ça. Il y a Anderlecht également. Depuis le Feyenoord également. Je crois que Bâle ne sourit pas trop à José Mourinho lorsqu'il était à Chelsea. Je crois que cette formation avait déjà battu Chelsea de José Mourinho. Et là, c'est une répétition du club suisse à domicile face à José Mourinho. On ne va pas dire que Manchester United s'émousse déjà parce que l'équipe sait que déjà le ticket il est là, donc il faut maintenant jouer avec beaucoup de... Manchester n'est pas encore qualifié, Roméo Yeton. Oui, mais avec 12 points, ils ont une bonne longueur. Voilà, ils ont une bonne longueur. Un match nul suffit. Ça suffit, ça voilà, c'est vrai. Donc, donc il faut jouer maintenant avec beaucoup plus de calculs. On va en venir tout à l'heure. Quand tu dis que la première ligue n'aide pas les clubs anglais. Donc, il fait déjà des calculs par rapport à la prochaine journée. Oui. C'est vrai que Manchester a perdu. Ça fait jaser, mais il faut reconnaître que c'est un score qui ne désavantage pas autant les Red Devils. Bon, une petite défaite, on peut l'appeler ici. En déplacement. Oui, mais derrière, il y a deux autres clubs à 9 points. Donc, si c'est deux Bâle autres, le CSK. Oui, Bâle et le CSK. Donc, si les deux s'imposent, ça fera. Mais il va falloir. Il y aura. Oui, les confrontations directes et puis peut-être le goal différentiel. Mais Manchester reçoit CSK à la dernière journée. Ils sont capables d'avoir un point sur ce match. Et si le CSK s'impose, le CSK aura 12 points. Vous voyez Manchester. Tout simplement, c'est possible. Mais c'est possible puisque mathématiquement, c'est encore possible. Voilà, c'est possible de se retrouver avec 3 équipes à 12 points. Et voir la confrontation directe. Et voir Manchester être éliminé, c'est possible. Aïe. Donc, il fallait quand même prendre un point sur ce match face à Bâle. Ça, c'est vrai. Mais bon, pour le moment, José Mourinho, il doit s'activer pour ce dernier match. Les matchs de la 6e et dernière journée se disputent le 6 décembre prochain. Nous pouvons dire dans 2 semaines pratiquement. Ouais. Fini pour la Ligue des Champions. Nous ouvrons le registre des majeurs. English Premier League News. Eh bien, English Premier League, nous nous intéressons à ce derby du nord de Londres, North London Derby. North London Derby qui a souri à Arsenal la dernière fois. Je pense que plus d'un était pour la victoire de Tottenham face à Arsenal. Et Arsenal, oui, qui s'impose 2-0 grâce à Mustafi et Alexis Sanchez. Y compris moi. Voilà quoi, j'avais misé sur. Bien sûr. Merci. J'avais misé sur les Spurs. Hein, je pense à juste titre, vu la forme de Tottenham actuellement. Mais voilà, c'est la réalité de la Première Ligue qui nous rattrape très vite. Arsenal face à Tottenham la dernière fois, tout s'est joué en première mi-temps. Avec d'abord, comme tu l'as dit, ce premier but de Mustafi, l'Allemand. Il ne marque pas assez souvent. Pas souvent, mais la dernière fois, c'était quand même choisi au bon moment. Une tête décroisée qui laisse sans réaction Hugo Lloris. Et puis revient le Chilien Alexis Sanchez, bien servi par un autre Français là-bas, Alexandre Lacazette, pour corser l'addition. Et bien en deuxième mi-temps, on a vu des velléités de toutes parts, mais le score n'a pas changé. 2-0, fin de ce match-là. Franck Munyama, ce match-là, Arsenal-Tottenham, le score logique? Je faisais partie de ceux qui doutaient d'Arsenal. Un deuxième meilleur. Oui, voilà. Donc, j'ai été un peu surpris par ce résultat 2-0. Oui. Mais je pense que par rapport au match produit par les Gunners, ils ont mérité quand même leur victoire. Avec ce but du défenseur allemand Mustafi et puis Alexis Sanchez. Il y avait un homme retrouvé dans ce match, Mesut Ozil, qui était, on va dire, ce jour-là en bonne forme et qui a donné de très bonnes balles en profondeur. Donc je pense que sur l'ensemble de la rencontre, il n'y avait rien à dire. Arsenal a mérité tout simplement de gagner ce match au vu de la production de jeu. Ézéchiel ? Oui, le derby du nord du Londres a retrouvé des couleurs tout simplement. Parce que déjà, on sait que la saison dernière, les supporters des Gunners n'ont pas célébré la Saint Totterina Games Day. On sait que chaque année, quand mathématiquement
Tottenham ne peut plus rattraper Arsenal. Donc c'est une grande fête dans la ville de Londres où les supporters... Et pour la première fois en 20 ans? Oui, depuis que Arsène Wenger est arrivé en 96, Tottenham n'a jamais fini devant Arsenal. Mais la saison dernière, c'est arrivé, il n'y a pas eu cette fête, ce qui a beaucoup blessé les supporters d'Arsenal qui l'ont fait savoir à leurs joueurs. Oui. Donc, quelque part, ça a donné quand même plus de motivation aux joueurs d'Arsenal avant ce match-là. Donc, c'était vraiment un gros derby pour eux. Ils préféraient même gagner ce match et en perdre d'autres, mais ce match était plus important pour les joueurs qu'autre chose. Donc ça s'est vu sur le terrain et je pense que il y a peut-être cette question de motivation qui était peut-être plus du côté d'Arsenal que de Tottenham. Les Spurs se voyaient peut-être trop beaux. Ils savent qu'ils sont plus en forme, mais sur le terrain, ils ont été surpris par la détermination des Gunners. Question de fierté de maillot. Et puis il y a aussi des histoires de derby. Oui. Comme on le disait, c'est dans la ville de Londres et de tous les temps, Arsenal est souvent devant Tottenham. Donc, pour Arsenal, c'est le patron de cette ville de Londres-là. En aucun cas, Arsenal n'accepterait se faire battre comme ça, surtout que la saison dernière, comme vient de le dire Ezekiel, Tottenham a fini devant Arsenal. Donc, obligatoirement, il faut réparer l'erreur. Et sur le terrain, Arsenal était super motivé, voulait à tout prix reprendre sa place devant Tottenham et ça a été fait. Oui. Sinon, quand on prend Tottenham depuis le début de la saison, Tottenham est devant Arsenal, aussi bien sur le plan continental que en Angleterre. Donc, on s'est basé sur ça pour dire la semaine dernière que Tottenham était devant, que Tottenham de toutes les façons allait gagner, mais on a le rapport de force semble être inversé depuis la saison dernière, mais il y a 2 saisons, on se rappelle, Tottenham était devant Arsenal et c'est vers la fin de la saison que les Gunners ont doublé les Spurs et avec un seul point d'avance. Arsenal avait fini devant Tottenham. Donc, peu à peu, ces deux équipes... maintenant, disons tout simplement que le débat est plus équilibré qu'il y a plusieurs saisons. Donc, ça donne plus d'épices à ce derby-là. On va s'intéresser à une autre formation, Manchester City, qui la dernière fois a gagné face à Leicester. Manchester City face à Leicester, on peut dire que les Sky Blues, oui, toujours intraitables grâce à Kevin De Bruyne et puis Gabriel Jesus. On a dit ça que Manchester City est en forme. Cette saison, on voit la touche de Pep Guardiola et ce sont les mêmes buteurs de cette équipe qui réagissent. Gabriel Jesus, c'est un joueur d'avenir qui apporte beaucoup plus offensivement aux Sky Blues. Et dans cette rencontre face à Leicester, Manchester City n'a pas trop souffert dans cette rencontre. 2-0 pour garder toujours la commande et maintenir son écart par rapport à ses poursuivants. Je crois que c'est très bien pour les Sky Blues. Et si ça continue comme ça, je crois que Manchester City va déjouer les pronostics parce que d'aucuns disent que c'est le début du championnat, qu'on a vu déjà ce scénario la saison dernière. Mais pour l'instant, Manchester City résiste bien. Et oui, résiste bien. Une autre équipe également qui est plus ou moins en forme, c'est Manchester United qui a corrigé 4-1 Newcastle. Oui, avec le retour de 2 hommes forts, Paul Pogba, le franco-guinéen, et puis Zlatan Ibrahimovic. Le seigneur de la Suède. Le Suédois, voilà. Donc, victoire à l'arrivée à domicile à Old Trafford, 4-1 face à Newcastle United. On peut s'intéresser également à la victoire à domicile également de Liverpool avec un très 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 bon Mohamed Salah. C'était face à Southampton dans cette rencontre. Crystal Palace, la belle opération de ce bon dernier de ce championnat face à Everton à domicile également. Il faut dire que sur l'ensemble de tous ces matchs, des 10 matchs qui ont été joués, 31 buts ont été marqués. Il fallait juste rester à la maison si on espérait une victoire, puisqu'il y a eu 6 à la maison, une seule à l'extérieur, celle de Manchester City, 2 matchs nuls. Au classement des
meilleur passeur pour une fois. Une fois n'est pas coutume. David Silva, 8 passes. Kevin De Bruyne, 6 passes. Les 2 joueurs de City. Le Roi Sané, même 3 joueurs, 6 passes. C'est dire la forme de City actuellement. Eh bien, je me suis intéressé à un Africain. Oui. Il est perdu, hein, mais il se retrouve là. 8e, Riyad Mahrez. Ah oui. On l'avait oublié. De Leicester. Oh là là. Les meilleurs buteurs, Mohamed Salah. Là aussi, c'est très serré. Oui. C'est curieux. Salah qui prend la tête des meilleurs buteurs. Avec 9 buts, il peut même avoir ce titre de... Voilà, en Angleterre, il y a le premier joueur qui atteint les 10 buts. Il pourrait l'avoir. Mohamed Salah, 9 buts. Sergio Aguero, 8 buts. Gabriel Jesus, 8 également. Alvaro Morata, 8. Harry Kane, 8. Le premier Africain, Niasse. Oui, Omar Niasse d'Everton, qui a été suspendu pour 2 matchs de Première Ligue parce qu'il a entre-temps simulé une faute voilà, justement, pour une première en Première Ligue. On revoit la vidéo et juste derrière, après les matchs, on donne la sanction. C'est quand même, il s'appelle Omar Niasse. Il évolue du côté d'Everton. La prochaine journée? Oui, la prochaine journée démarre déjà ce vendredi avec l'opposition West Ham-Leicester. C'est West Ham qui accueille Leicester, bien sûr. Et Tottenham va affronter West Bromwich Albion, Liverpool. Chelsea, c'est le gros match de cette journée. Et également Arsenal qui se déplace en Burnley, tout comme Manchester City qui va se déplacer sur la pelouse de Huddersfield. Steve Mounier, que vous aimez particulièrement. Bien sûr. Thank you very much, Mr. Armer. La direction. Le classement. Bon, ok, on y va. Non, allez-y. Je sais qu'il y a 8 points entre United et City, c'est ça? Alors, donc on va passer en 3e position. Chelsea 25 points, Tottenham 23 points, Liverpool 22 points, Arsenal 22 points. Ça veut dire que tous les gros du championnat sont de retour. Burnley 7e, c'est la position de Leicester. Leicester est 12e avec 13 points. Et pour le moment, si les choses s'arrêtaient là, West Ham, Swansea et Crystal Palace retournent en champion. West Ham d'un certain André Ayew qui est en difficulté. Il a disparu. Ah oui, il a disparu de la circulation. Ce n'est plus ça. Aïe. Vivement qu'il revienne en forme, André Ayew. Direction cette fois-ci. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. La Liga espagnole, et puis du côté du Wanda Metropolitano, il y avait ce gros et chaud derby entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, mais... À l'arrivée, un score triste de 0 but partout. Oh là là. Le premier derby dans ce nouveau stade des Colchoneros, 0 but partout. C'est vrai que... des deux côtés, on a vu cette volonté de pouvoir gagner ce match, et surtout pour le Real Madrid qui doit réduire l'écart creusé par le Football Club Barcelone. Mais ça a été un match sans but, 0-0, malgré les nombreuses tentatives. Je crois que c'est bon pour les Colchoneros aujourd'hui qui sont dans un moment très difficile, puisque l'équipe n'arrive pas à gagner, surtout à domicile. Elle a réalisé un match nul face au Real Madrid aussi, qui traverse un moment de faiblesse. C'est un score bon pour les deux clubs, on peut le dire, mais Atlético Madrid s'en sort beaucoup plus gagnant. Fifi, premier match nul et vierge du Real cette saison. C'est inquiétant? C'est inquiétant. C'est la performance du Real, même depuis le début de la saison, qui est inquiétante. C'est vrai que Athletic aussi ne va pas trop bien, mais le match là, c'était à l'image de la performance des deux clubs depuis le début de la saison. Je crois qu'ils sont 3e et 4e de la Liga, avec 10 points d'écart maintenant entre le Barça. Même nombre de points, 24. Et donc, ça se comprend, ce match nul entre les deux clubs. Mais attention, parce que devant, il y a le Barça qui est totalement parti. 10 points d'écart entre le Barça et le Real Madrid. Je crois que ce sera vraiment difficile maintenant à rattraper. Ezekiel, 0-0 à l'arrivée. Oui, c'est... Les deux clubs perdent beaucoup. On connaît quand même cette force de l'Atlético de bien défendre. Ils savent placer souvent le bus devant le but, s'il le faut même deux. Donc, mais dans ce match, on a vu l'Atlético par moment jouer. L'Atlético qui a essayé d'aller chercher la victoire. Le Real n'a pas encaissé. Mais je pense qu'il faut plutôt regretter les matchs perdus avant ce derby-là. Parce que c'est quand même un gros match, un match nul. On peut pas quand même
même cracher là-dessus. Cracher là-dessus, ne pas dire que c'est un bon résultat. Oui. Maintenant, les défaites face aux soi-disant petits là, les promus. Voilà, c'est là où on commence pas à les regretter. Surtout que Valence est là en train de tenir la comparaison, tenir la route. Valence qui reste solide, qui suit le rythme imposé par le FC Barcelone. Donc les regrets sont là. Sinon dans ce match-là, c'est vrai il y avait l'enjeu qui forcément a un peu tué le spectacle. Mais c'est un match de championnat. L'essentiel c'était de ne pas perdre. Oui, en réel. Oui. On le dit pas du côté du Real Madrid, mais c'est un match nul qui fait mal parce que le Barça est déjà en avance, 10 points dans leur tête. C'est irrattrapable. Bon, c'est une compétition. Moi j'ai bien envie de dire oui. Parce que là, si le Real continue sur cette forme, mais je pense que le Barça est parti et va gagner facilement la Liga. Donc, je pense que l'Atlético n'est pas dans une bonne dynamique actuellement. Le Real pouvait profiter, mais malheureusement, le Real aussi ne marque plus. Pas, oui. Mais ils ont regretté ce match nul parce que là, ils se sont dit, mais si les petits ont pu battre ce club, et puis l'équipe n'est pas en forme dans sa nouvelle enceinte, on pouvait en profiter. Et à l'arrivée, c'est 0-0. Je crois que l'écart ne fait que s'agrandir pour le Real par rapport au Barça. Donc je pense que c'est un match nul qu'il regrette, mais bon, c'est la forme du moment, il ne pouvait pas faire autre chose. Un joueur qui retrouve peu à peu la forme, c'est Luis Suarez qui s'offre un doublé dans le match Leganés-Barcelone. Barcelone, 2 buts pour Gareth Bale, et ça fait plaisir à Luis son... Suarez. Oui. Parce qu'il y avait une question. On va en venir. Luis Suarez a doublé, entre-temps critiqué par les supporters. Maintenant, il a répondu et le coach est très content de lui. Voilà, il lui demande de faire davantage. Je pense que ces 2 buts-là vont remotiver le joueur. Il y aura encore plus cette facilité de pouvoir répondre, de retrouver ses aptitudes devant les buts. Et puis, on dira que Léo Messi, ça fait déjà 2 matchs, il n'a plus marqué. Il est bloqué donc à 12 buts. Donc il joue beaucoup plus le rôle de distributeur, de passe, tout ça là. À un moment donné, il le faut, puisque le Barça aujourd'hui souffre énormément au milieu de terrain, surtout quand Iniesta n'est pas en forme. C'est un peu compliqué pour Iniesta, il est vieillissant. Il ne peut plus faire le travail qu'il faisait il y a 5-6 ans. On va s'intéresser au résultat de Retafe de Djenda Konam. Oui, Retafe qui s'est imposé 4-1 face à Alaves. C'est un bon résultat également pour Retafe qui commence par retrouver le goût de la victoire. On va également s'intéresser à ce score lourd, pesant de Eibar sur Betis Séville. 5-0 s'il vous plaît. Donc ça a été un week-end assez intéressant pour certains clubs, comme le FC Séville qui a battu Celta Vigo 2-1. Valence qui garde sa bonne dynamique 2-0 sur la pelouse de Espanyol Barcelone. Kondogbia a marqué le premier but de Valence. Levante également en déplacement bat 2-0 Las Palmas. 1-1 entre Athletic Bilbao et Villarreal. On va s'intéresser également à ce score, je crois que je l'ai déjà donné. Non, Gérone Real Sociedad, 1 but partout. Du côté du classement, Barça garde la première place avec 34 points, 30 pour Valence. Real Madrid 3e, 24 points, 24 points également pour Atlético Madrid 4e, 5e. Le Football Club Séville avec 22, 21 pour Villarreal. Dans le bas de table du classement, 18e Malaga, 7.6 pour Alaves 19e. Las Palmas est donc 20e avec 6 points. Au niveau des meilleurs buteurs, Léo Messi, 12 buts, 9 pour Simone Zaza. Bakambu qui est donc à 8 réalisations, élu d'ailleurs meilleur joueur du mois d'octobre, Bakambu de Villarreal. On va s'intéresser à la 13e journée qui démarre ce soir avec un Celta Vigo Leganés. Demain samedi, on aura Alaves Eibar, Real Madrid Malaga qui est dans la profondeur du classement. Peut-être ça va sourire aux Madrilènes. Betis Séville, Gérone, Levante, Atlético Madrid. La Corogne reçoit Athletic Bilbao. Real Sociedad joue contre Las Palmas. Villarreal contre FC Séville. Et puis le match au sommet entre le premier et le deuxième. Valence qui reçoit le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui va se déplacer sans Piqué et Mascherano. Piqué suspendu l'autre fois pour avoir été averti. Et puis Mascherano, lui, il s'est blessé. Piqué qui devrait normalement piquer les Valenciens. Le match se déroule du côté du Mestalla. Gros match à suivre ce week-end du côté de la Liga espagnole. La suite.
Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Wir sprechen über Bundesliga. Franck Mouniama, on va peut-être parler de cette première victoire du Werder depuis le début de la saison. Oui, et quelle victoire. Quelle victoire. 4 éclatante. 4-0 devant Hanovre 96 du Togolais Ilas Bebou, malheureusement. Et curieusement, c'est Hanovre qui trouve. C'est une victoire qui fait forcément du bien à cette équipe qui, depuis quelques années, ne se retrouve plus. Si on se rappelle que Mesut Ozil est passé par là. Sûr. Donc je pense que Werder n'est plus Werder d'il y a 10 ans. C'est vraiment regrettable, mais une victoire qui leur fait... Deco qui est passé. Il est passé par là, par le Werder. Au début. Ah, oui, en tout cas, Werder est devenu petit maintenant. Ah oui, très une victoire qui leur fait du bien avec un but de Finn Bartels et puis un triplé de Max Kruse. Ah oui, ça, il faut lui aussi c'est un joueur intéressant du côté de la Bundesliga. Voilà. 4-0 pour cette équipe. Et puis, lorsqu'on reprend par le début, le vendredi déjà, il y avait cette victoire de Stuttgart sur Dortmund, qui est dans le dur 2-1. Ça ne va pas forcément pour le club. Et Peter Bosz serait menacé. Il serait vraiment menacé parce qu'il est vraiment accusé de ne pas être à la hauteur. Et on regrette déjà Thomas Tuchel qui a véritablement donné, on va dire, un certain élan à cette équipe. Défaite encore du Borussia Dortmund devant Stuttgart. Le Bayern sans problème a dominé Augsbourg 3-0, un but d'Arturo Vidal et puis un doublé de Robert Lewandowski. Le Bayer Leverkusen et Leipzig ont fait jeu égal, 2 buts partout. Kevin Volland a marqué, il fait partie d'ailleurs des meilleurs buteurs. Et Timo Werner aussi. Et puis Forsberg, le Suédois, a marqué pour Leipzig. Offenheim et Francfort, un but partout à l'arrivée. Mayence domine Cologne, ça ne va toujours pas, 1-0. Wolfsburg domine Fribourg, 3-1. Hertha perd à domicile devant Mönchengladbach, 2 buts contre 4. Schalke 04 a gagné devant Hambourg 2-0. Et puis on notait donc cette victoire éclatante du Werder 4-0 devant le Hanovre 96. Et 29 buts au total ont été marqués, une moyenne d'un peu plus de 3 buts par match. Cette victoire dont une à l'extérieur et puis 2 matchs nuls. Le classement donne ceci, le Bayern qui creuse l'écart désormais avec 29 points. Il y a désormais un nouveau trio de tête. Schalke qui rentre en deuxième position avec 23 points. Leipzig qui s'accroche, qui est troisième avec 23 points aussi. Mönchengladbach, 4e, 21 points. Et puis le Borussia Dortmund qui boucle le top 5 avec 20 points. Au bas du tableau, on retrouve Hertha Berlin, 14 points. 14e, 15e Hambourg, 10 points, 16e le Werder, 8 points, 17e Fribourg, 8 points aussi, et puis en dernière position, comme toujours, Cologne, 2 points. L'ancien club de Lukas Podolski. Et puis du côté des buteurs, on a Robert Lewandowski, puisque Aubameyang, suspendu, n'a pas marqué. Ça fait 13 buts en 12 matchs pour le Polonais. En deuxième position, le Gabonais est toujours là quand même, 10 buts en 11 matchs. Kevin Volland du Bayer Leverkusen, 7 buts en 12 matchs. Timo Werner, l'international allemand, 7 buts en 10 matchs. Et puis Maximilian Philippe, 6 buts en 10 matchs. Et la prochaine journée, la 13e, ça commence dès ce soir. Hanovre 96 du Togolais Ilas Bebou joue contre Stuttgart. Dortmund reçoit Schalke 04, attention. Leipzig, Werder Bremen, Francfort Leverkusen, Augsbourg, Wolfsburg. Fribourg, Mayence, Mönchengladbach, Bayern de Munich. Intéressant. Parce que le Borussia Mönchengladbach doit être dans le top 5. Le top 5, je pense 3e, 4e. Qui reçoit le premier. Voilà. Hambourg joue contre Offenheim et puis Cologne joue contre Hertha Berlin. Nous reviendrons la semaine prochaine sur le cas Cologne et puis le cas Werder Bremen parce que ce sont des clubs, on peut dire assez, mythiques de ce championnat. Mythique bien sûr, de la Bundesliga. File donc, Franz Nunyama. On file du côté de l'Italie. Di Natale 22 gol in questo campionato. Serie D italiana. E poi Floro 2-0 Udinese, questa volta il gol è buono. La Serie A italienne, était également, on peut dire, il y avait un derby, il y avait un gros et chaud derby du côté de la ville de Rome. Extraordinaire, parce que là, on était dans le ciel. Ah oui. La Roma
qui bat 2-1 la Lazio, super derby. Oui, super derby de Rome. La Roma était très réaliste dans ce match-là. Les Lazialais ont essayé de jouer, de prendre la direction du jeu, mais les Romains ont été très réalistes, les Giallorossi. Il y a d'abord eu Perotti, puis Nainggolan qui ont permis à la Roma de mener par 2-0 avant le but réducteur de Ciro Immobile. Donc c'est une victoire très importante pour la Roma. Hasard du calendrier pour cette 13e journée. Ce sont les 7 premiers qui se sont rencontrés, tout simplement, à l'exception de l'Inter qui jouait un club qui n'est pas dans le top 10. Tous les autres, les 6 premiers se sont rencontrés. Donc on comprend les défaites. Exactement. Les victoires vont permettre aux uns et aux autres de prendre le large. Et puisque le Napoli aussi dans la foulée recevait le Milan AC dans un gros match également, le même score, 2-1. Insigne et Zielinski ont marqué pour le Napoli contre un but de Romagnoli. On parlera également de l'autre match intéressant, c'était la Samp qui recevait la Juventus de Turin. Surprise. Surprise, oui et non, parce que la Samp est quand même bien classée. La Samp est dans le top 6, la Samp est 6e face à la Juve, donc l'écart n'était pas quand même loin sur le terrain. Ça s'est fait ressentir. La Samp a dominé la Juventus de Turin, 3-2, même si Paolo Dybala et Gonzalo Higuaín ont marqué. Ça a été insuffisant. Mais il y a un fait important, particulièrement dans ce match, c'est que les 2 buts de la Juve ont été inscrits à la 90e minute. Oui, la Juve qui était menée par 3-0. Donc c'était un match difficile pour la Juve. C'est dans les toutes dernières minutes de ce match-là que Dybala et Higuaín ont marqué pour amener la Juve à 3-2. Mais le mal était déjà fait. Donc la Juve qui perd 3 précieux points dans la course au titre, puisque le Napoli s'était imposé. On va parler de l'Inter également. En attendant que vous enchaîniez, la Juve, vous voyez cette équipe-là ne pas faire, on peut dire, gagner un 7e titre d'affilée en Italie? Oui, en tout cas, c'est l'année où ça semble de plus en plus inaccessible, ce titre-là. La Juve, ça se comprend, a perdu des éléments très importants. Toute l'expérience du Brésilien Dani Alves. En retour, on a eu un Matuidi qui, certes, est un très bon joueur, mais voilà quoi, ce n'est pas encore intégré. N'est pas encore intégré, même le talent, il y a question là-dessus. Et surtout, la Juve a perdu un défenseur en la personne de Bonucci. Même si Macron son corps du côté de l'Italie. Voilà, donc Bonucci n'a pas encore été remplacé, puisque c'est lui le premier relanceur dans cette équipe. Il y a Benatia, il y a Barzali, il y a Chiellini. Non, ce n'est pas le même niveau. Peut-être un Chiellini qui pourrait, voilà quoi, essayer d'afficher le même niveau, mais pas exactement celui de Bonucci. Donc voilà, toutes ces personnes-là perdues n'ont pas encore été remplacées et ça se fait ressentir sur cette... Non, Barzali, c'est vrai, c'est un très bon défenseur, il a un très bon placement, mais c'est un joueur qui est un peu lourd. Donc dans cette défense à 3, quand il se retrouve sur le côté, et il a à son niveau des joueurs plus rapides, plus vifs. Il est rapidement débordé. Il est vite débordé, il a de sérieux soucis. Donc c'est aujourd'hui ce qui dérange cette défense de la Juve, puisque la Juve joue toujours cette défense à 3 pour pouvoir densifier le milieu. Et là, quand on arrive à insister sur le côté de Barzali, ça devient un peu difficile. Voilà, encore une fois, la Juve qui perd. Mais il faut reconnaître également que c'est parce que le Napoli et l'Inter sont très solides. Bien sûr. Justement, parlons de l'Inter. Oui, l'Inter qui recevait l'Atalanta Bergame. L'Inter s'est imposé 2-0 grâce à un doublé de Mauro Icardi qui a permis donc à l'Inter de rester dans le sillage du Napoli. On parlera également du match entre le Torino et le Chievo Vérone. Pas de vainqueur, un but partout également entre Spal Ferrara et Fiorentina. Benevento, toujours pas de victoire pour cette équipe, pas de points pour cette équipe, on dira, puisque Benevento a encore perdu à domicile face à Sassuolo, un but contre 2, et puis la victoire du Genoa en déplacement sur Crotone, 1-0, et l'AS Vérone à domicile a perdu face à Bologne, 2 buts contre 3. Et au classement,
Au classement, c'est le Napoli, bien évidemment, qui est en tête avec 35 points, suivi de l'Inter, 33. La Juve se retrouve 3e avec 31 points, à 4 longueurs du Napoli donc. 4e, la Roma, 30 points. La Lazio, 28, 5e. La Sampdoria, 26 points, 6e. Et puis le Milan AC, qui est 7e avec 19 points. L'écart c'est maigre. L'écart est énorme. Il est énorme. 5 points pour le leader. Il est énorme. 16 points. Et le 7e, voilà, qui a 19 points. Comprenez donc que c'est fini pour le Milan et qui justement pourrait avoir des problèmes. Oui, l'UEFA serait peut-être en train de vouloir pister et auditer les comptes du Milan AC. Et justement, le Milan AC qui a dépensé 200 millions d'euros pour les recrutements. Avec ces recrutements, le Milan pensait jouer les premiers rôles dans ce championnat-là, se qualifier pour la Ligue européenne des champions, gagner de l'argent pour pouvoir équilibrer ses comptes. Voilà que le Milan est 7e. Peut-être même que le Milan ne jouera pas la Ils ont gagné hier. Peut-être que le Milan va gagner la Ligue Europa pour pouvoir jouer la Champions League. On attendra de voir. Voilà donc. Et puis, premier non relégable, Spal Ferrara, 10 points. 18e, Genoa, 9 points. 6 points pour le Hellas Vérone, 19e. Et puis 19e et bon dernier, 0 pointé pour Benevento. La prochaine journée, le classement des buteurs rapidement. Il y a Tiro Immobile qui est en tête de ce classement avec 15 buts en 13 journées. Mauro Icardi, 13 buts en 13 journées. Et puis 12 buts pour Paulo Dybala de la Juve. La meilleure attaque, la Juve, 37 buts marqués. Et puis la meilleure défense, l'AS Rome, 8 buts encaissés. La 14e journée commence ce samedi avec le match Bologne-Sampdoria de Gênes. Chievo reçoit Spal Ferrara. Hellas Vérone est en déplacement à Sassuolo. Cagliari reçoit l'Inter. Dimanche, les autres rencontres, Genoa AS Rome, le Milan AC reçoit Torino, Udinese Napoli, Lazio Fiorentina, Juve Crotone et puis Atalanta Bergame, Benevento. Grazie mille, vous signez un retour gagnant, Ezekiel Ayatali. Mille merci. La suite. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. La Ligue 1 Conforama, on va s'intéresser à ce match entre le Paris Saint-Germain et Nantes. Oui, la meilleure attaque contre la meilleure défense. Mais 4 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Avec un doublé de Cavani, 38e, 79e minute. Oui. Angel Di Maria à la 42e et puis Pastore à la 65e minute. On fait le boulot. On fait le boulot pour le Paris Saint-Germain qui garde la première place au classement. Roméo, logique victoire des Parisiens? Oui, logique victoire. Ça a été un match de préparation pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'en Ligue des Champions, les Parisiens ont mis 7. C'est bien pour le Paris Saint-Germain. C'est comme ça. Le Paris Saint-Germain doit se comporter en Ligue 1 conformément. Parce que c'est marquer son territoire. Marquer son territoire. Parce que le Paris n'a pas de concurrent. Mais si on voit les Parisiens, c'est vrai, ils ne peuvent pas faire une saison... sans faux pas jusqu'à la fin, mais ils ont fait 2 buts partout face à Marseille. Oui, et il y a même Montpellier également qui a accroché les Parisiens. C'est bien pour le Paris Saint-Germain. Il est en train de confirmer son statut et ça va permettre aux joueurs également d'avoir une bonne dose de confiance, aussi de motivation pour la suite, surtout de la Ligue des Champions, parce que la Ligue 1 Conforama, c'est juste un terrain d'entraînement. Oh là là, Roméo, déjà, vous ne badinez pas avec les mots. Hein. Oui, peut-être qu'il est en train de dire vrai, puisque déjà là, c'est 6 points d'écart au classement. C'est rattrapable, non? C'est rattrapable devant Monaco. Oui, donc il y a Marseille, il y a Lyon. Même si non, on ne voit pas le goal average, pardon. Là, c'est tuer les autres équipes. Non, mais il va falloir d'abord que le PSG perde, puisque derrière Monaco qui concède des nuls par moment, donc je pense que ça va être quand même difficile. Le PSG n'a pas encore perdu. Oui, ça va être difficile de rattraper le Paris Saint-Germain dans ce championnat. Et même, je dirais qu'au fil des matchs, ça va être compliqué pour les autres. Heureusement, même pour Monaco, qu'il est éliminé en Ligue européenne des champions. Et ne jouera même pas la Ligue Europa. Donc, les Monégasques vont se concentrer sur le championnat. Justement, parlant de Monaco, avant de passer la parole à Franck. Avant de passer là, je dois me retrouver. Monaco, bien sûr, un but partout face à Amiens et avec un but de Gakpé. Ah oui, magnifique. Ça ne vient pas tous les jours. Donc, franchement, c'est le premier but de la saison pour l'Est international togolais, puisqu'il ne joue plus pour l'équipe nationale. Ça fait un but partout, c'était le vendredi, un but partout. Et Lille a battu
Saint-Etienne le vendredi dernier également. 3-1, même malheureusement. Quelques jours après le lundi, un match en retard. Oui. On se souvient de ce match-là face à Amiens. Le match a été interrompu. Ils ont rejoué. C'est une défaite 3-0. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Bielsa, qui était provisoirement écarté. Ah d'accord, il n'est pas limogé. Non. Pas encore. Il est provisoirement écarté. C'est ce qu'on a dit. Il y a une différence puisque jusqu'à maintenant, il n'est pas encore limogé. Franck Mignola. Moi je pense que le Paris Saint-Germain, tout le monde est d'accord là-dessus, est en train de dominer. En début de saison, quelqu'un a dit ici, Ola soit beau. Donc il continue. Mais il y a un paramètre qu'il faut considérer. Roméo a parlé de saison quasiment gagnée, mais ils ne peuvent pas tout gagner. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire un parcours sans faute. À un moment donné, le pari peut être un peu en dedans. Ezekiel a parlé de quelque chose il y a quelques secondes. Unai Emery ne repose pas ses joueurs cadres. Alors que ce championnat, on peut se permettre d'aligner les Lo Celso, l'équipe MB, pour que sur la deuxième phase de la saison, les grands sortent avec leurs griffes. Maintenant, il fait confiance aux titulaires. Il n'arrive pas à injecter les jeunes pour peut-être équilibrer les choses, parce que ça va être important lors de la deuxième phase de la saison où on va tomber dans les phases décisives de la Ligue européenne des champions. Et là, le Paris Saint-Germain peut en souffrir. Donc c'est à ce niveau que moi j'ai quelques doutes, inquiétudes pour le Paris Saint-Germain. On va s'intéresser au score de Marseille face à Bordeaux. Fifi, un but partout. Oui. Marseille qui était mené avant d'égaliser vers la fin de la partie grâce à Morgan Sanson. Et voilà, donc comme on le disait le vendredi dernier, Marseille n'a plus gagné à Bordeaux combien d'années? 40 ans. 40 ans, et ça c'est encore confirmé. Alors que quand on prend les performances des deux clubs sur les derniers matchs, Marseille était quand même en avance. On se disait que peut-être que cette fois-ci serait la bonne pour Marseille. Mais les autres résultats, Dijon, 3-1 face à 3, Guingamp et Angers se neutralise 1 but partout. Strasbourg domine Rennes 2-1. Toulouse et le FC Metz font 0 but partout. Un point pris par Metz. Ça fait très très longtemps le club de Séville Mathieu qui a quand même joué pratiquement 90 minutes dans cette rencontre. Et puis Caen et Nice qui se sont neutralisés également 1 but partout. Lyon, Montpellier également 0 but partout. Au classement, le PSG est toujours en tête, 35 points sur 39 possibles. Premier au classement, AS Monaco. L'AS Monaco pointe à la deuxième place avec 29 points. Lyon, 26 points. Marseille, 25 points. Et quatrième, et puis cinquième, Nantes, 23 points en bas de classement. On retrouve à la 17e place Nice avec 14 points. Strasbourg avec 13 points. Lille est 19e avec 12 points. Le 20e Metz avec seulement 4 points. Au classement des buteurs, Edinson Cavani reprend la tête avec 15 buts marqués puisqu'il a fait un doublé la dernière fois. Deuxième, Radamel Falcao, 13 buts. Nabil Fekir, troisième avec 11 buts. Mariano Diaz, 9 buts. Il est quatrième. Et puis Neymar, 7 buts. Est cinquième au classement. Et la prochaine journée, Fifi à Sogbavi? La prochaine journée, ça commence déjà ce vendredi. Saint-Etienne reçoit Strasbourg. Rennes joue Nantes à domicile. Caen reçoit Bordeaux. Dijon s'il reçoit Toulouse. Amiens se déplace à Metz. Ça, c'est le choc des Togolais. Ils vont se retrouver. Et j'espère quand même que Metz va sortir la tête. D'accord. Vous êtes pour Metz alors? Montpellier reçoit Lille sans Bielsa pour cette journée. Et puis 3 reçoit Angers. Le dimanche, Nice joue Lyon, Marseille joue Guingamp et puis Monaco, Paris Saint-Germain. Monaco, c'est le choc de la le champion et le futur peut-être champion. Le premier et le deuxième. Le premier et le deuxième, c'est bien comme ça. Mille merci, Majesté Fifi à Sogbavi. C'était la Ligue Conforama. Vous êtes sur Sport FM, il est 10h12. Nous ouvrons cette fois-ci, le débat des spécialistes. Le débat des spécialistes.
les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs, la preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là, c'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Le sujet de ce débat, il concerne Antonio Conte qui est sorti de son silence et qui a poussé un gros coup de gueule concernant le calendrier super chargé de la Première Ligue. La dernière fois, Chelsea a gagné 4-0 face à Karabakh. On était en Ligue des Champions. Ce week-end, Chelsea se déplace pour jouer Liverpool en championnat. Franck Mougnama, il dit qu'il parle à la place des autres entraîneurs. A-t-il raison de parler comme ça? Oui, Antonio Conte, je pense que sur un côté, il peut avoir raison, parce que cette histoire de calendrier chargé en Europe, beaucoup l'ont dit, c'est un calendrier qui finalement, j'allais dire, tue les joueurs physiquement. Depuis plusieurs saisons, on joue sur plusieurs tableaux, on est véritablement sollicité au niveau physique. Je pense que sur ce plan, il a carrément raison. Ce n'est pas qu'en Angleterre qu'on constate ce calendrier extrêmement chargé pour les joueurs de très très haut niveau. Maintenant, je pense que quand il dit que à cette allure, les clubs anglais ne gagneront pas la Ligue européenne des champions, c'est ça? Oui, il a dit que la dernière fois c'était en 2012. Oui, mais justement avec Chelsea, justement. A gagné. Mais Chelsea a gagné avec ce calendrier chargé. Je pense que c'est trop pas aller vite en besogne. Si ce calendrier dérangeait forcément, c'est vrai, les joueurs sont fatigués à un moment donné. Comme il le dit, il y a une exception. Chelsea a gagné en 2012. Là, sur la ligne, il n'a pas totalement raison. Mais on pouvait revoir un peu ce calendrier. Peut-être, je ne sais pas comment ça va se faire. Mais on reconnaît que c'est un calendrier hyper chargé pour les joueurs de haut niveau et surtout sur le plan international. Le calendrier est autant chargé, mais on a déjà 3 qualifiés anglais pour la Ligue des Champions, les huitièmes de finale. Et on pourrait en avoir 5, puisqu'il y a Liverpool et Manchester United qui pourront se qualifier. Donc tous les clubs anglais seront en huitièmes de finale. Donc le calendrier est chargé, certes, c'est chargé pour tout le monde. Si aujourd'hui les joueurs sont payés à 12 millions d'euros, je pense que c'est parce qu'il y a autant de compétition, il y a cette vitrine-là, le football est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut quand même mériter tout ce qu'on gagne là. Hein. C'est beaucoup d'argent, mais c'est comme ça qu'ils arrivent à se faire de l'argent. Les droits de télé qui sont énormes en Angleterre, c'est tout ça. Donc il faut faire avec. Je ne pense pas que Conte accepterait peut-être gagner la moitié de ce qu'il gagne aujourd'hui pour jouer moins de matchs. Hein. Je ne le pense pas. Donc voilà, ce sont les réalités du terrain. On ne peut que comprendre. Le calendrier est chargé. La Champions League se joue en semaine. Les championnats et les coupes, les championnats week-end et puis les coupes. Bon, donc je pense qu'il y a autant de compétition, mais ça ne va pas changer. Donc même si Conte parle, ça va rien changer. Vous, c'est quoi votre avis, Armel Ouaba, par rapport à ce sujet-là? Oui, il a raison de dire que le calendrier chargé serait préjudiciable aux joueurs. Mais il faut noter que là où Conte n'a pas du tout raison, c'est que ces clubs-là, eux-mêmes, se donnent cette charge à un moment. Quand on prend Chelsea, par exemple, qui joue le championnat, peut-être les 2 coupes et la Ligue des Champions, à part ça, Chelsea, à l'intersaison, c'est des tournées. Pour cette équipe-là en Asie, en Amérique, c'est des coupes bizarres que voilà quoi, la OG Cup, ça c'est le marketing et ça ne dépend pas de la Première Ligue. Ça veut dire qu'il y a une part de responsabilité pour le club lui-même qui, pour des exigences de sous, se permet ces choses-là
dont Conte s'en plaint aujourd'hui. Ça veut dire que M. Conte, si il veut vraiment qu'on lui allège le calendrier, eh bien, il va voir ses dirigeants et leur dit. Sinon, pour la Première Ligue, les coupes et la Ligue des Champions, tout le monde, tout club de ce calibre-là participe à ces compétitions. Oui, il y a également un aspect, je suis un peu d'accord avec lui parce que quand vous prenez le calendrier de la Première Ligue, ça joue tout le temps. Même en décembre, jour de Noël, jour de l'an. 25 novembre, voilà, donc ça joue tout le temps, les joueurs n'ont vraiment pas le temps de se reposer. C'est vrai, hein, je me dis pourquoi ils font comme ça, puisque en Première Ligue, il y a, je crois, 20 clubs. Oui, en France, il y a 20 clubs. Oui. En Espagne, il y a 20 clubs. Mais ces championnats-là connaissent quand même des arrêts à un moment donné pour permettre aux joueurs de se reposer. Et donc, par rapport à ça, les joueurs sont quand même un peu émoussés vers la fin. C'est vrai qu'ils seront tous en huitième de finale. Mais vers les demi-finales, vers les quarts de finale, vers les demi-finales, est-ce qu'on va pouvoir retrouver un grand nombre de clubs anglais à ce niveau, à ce niveau-là? Mais il faut maintenant voir et également un autre aspect, c'est la densité du championnat anglais même. Parce que on le disait tout à l'heure, quand le premier joue contre le dernier, c'est un derby, c'est un choc. Et il faut s'attendre à tout. Donc ça fait que je me dis, sur le plan physique, il se dépense plus également. C'est un championnat qui permet de dépenser plus d'énergie que les autres. Parce qu'en Espagne, il y a peut-être 3 clubs qui vont s'affronter. On verra une telle intensité. Après, ce sont des matchs où on gagne 4-0. Oui. On peut permettre même de tourner l'effectif. Ce n'est pas la même chose en Angleterre. Donc, ça peut également agir sur les performances de ces clubs-là. Roméo, on a l'impression qu'Antonio Conte est en train peut-être de pressentir quelque chose du côté de Chelsea, c'est-à-dire avoir des joueurs plus ou moins blessés et ne pas avoir les résultats escomptés. Bon, chaque entraîneur cherche à se protéger lorsqu'il sent le danger à venir. Mais d'un côté, je pense qu'il a raison par rapport à la fatigue des joueurs, parce que jouer même au mois de trêve de Noël ou ailleurs, on fait reposer ces joueurs qui reviennent encore plus frais. Maintenant, sur d'autres points, je crois que c'est la Première Ligue même qui doit revoir un peu la façon d'organiser son championnat. Certes, la Première Ligue se suffit à elle-même. Oui. On dirait que c'est la NBA du football parce que c'est un championnat très exigeant. Oui. On demande beaucoup par rapport aux droits télé, donc les supporters également dépensent assez de sous pour aller au stade, donc les équipes sont obligées de produire du spectacle. Ils sont obligés. Voilà, sont obligés de produire du spectacle à ces milliers de spectateurs qui sont là et des supporters qui sont là pour regarder du beau jeu. Sans oublier les parieurs aussi. Voilà. Et à un moment donné, on a l'impression que la Première Ligue est devenue une obsession pour les clubs, parce qu'une équipe qui passe déjà 4 saisons sans gagner ce trophée, c'est comme si cette équipe n'existe pas. Oui. Il y a le cas d'Arsenal, aujourd'hui on en parle, c'est parce que les gens veulent revoir Arsenal brandir ce trophée. Donc la Première Ligue... Il n'est même pas prêt d'arriver. la Première Ligue... vaut beaucoup de choses pour ces Anglais-là, oui. Et parfois ils minimisent les coupes européennes. Combien de clubs anglais prennent au sérieux la Ligue Europa? Ils sont rares. Seul Chelsea, je vais dire Manchester United, grâce à la Ligue Europa, est en Ligue des Champions. Oui. Donc c'est pas forcément le calendrier qui empêche ces clubs-là de pouvoir jouer le premier rôle. Il faut pas oublier également que cette densité de la Première Ligue fait que beaucoup de joueurs quittent la Première Ligue pour la Liga espagnole. Des joueurs veulent gagner le ballon d'or, et pour gagner le ballon d'or, il faut gagner probablement la Ligue des Champions. Et ces clubs-là qui sont capables de gagner la Ligue des Champions, c'est le Real, le Barça et les autres. On dira que en 2012, le titre de Chelsea a été un accident. Parce que après 2012, quel club anglais a encore disputé la finale de la Ligue des Champions? Oui, ça c'est intéressant. Oui, il y avait toujours eu le Boxing Day et un calendrier toujours autant chargé. Mais on a vu Manchester United gagner la Ligue européenne des champions. On a vu Liverpool gagner la Ligue des champions. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt un souci technique et tactique plutôt, surtout si les clubs anglais n'arrivent pas à gagner la Ligue européenne des champions, comme on l'a dit. Ouais. Ils ne sont pas ils sont plus dans le spectacle que la discipline tactique sur le terrain. Quand on prend les clubs espagnols aujourd'hui, ils sont plus tactiquement disciplinés. Donc face aux Anglais,
on dira même que c'est plus facile pour les clubs espagnols de jouer les clubs anglais que les autres clubs. Oui. On a vu le Barça face aux Anglais par le passé. Voilà, donc on a l'impression qu'il n'y avait même pas match et c'est là le problème. Donc il faut situer le problème autrement. Si les clubs anglais ne gagnent pas la Ligue européenne des champions, je ne pense pas que c'est à cause de ce calendrier chargé là, mais je pense quand même que le calendrier est chargé, mais ce sont les exigences de ce championnat là. C'est un championnat qui brasse assez de sous, donc c'est comme ça que ce championnat a la notoriété qu'il a aujourd'hui. Si la première ligue est le premier championnat au monde, c'est grâce à ça. Oui, en 5 secondes, rapidement. Il ne faut pas oublier que Antonio Conte a des envies d'ailleurs. Donc, il jeter le pavé dans la mare. Ah, tiens. Oui, pour dire voilà. Donc, il a envie de partir en Italie. Avant d'arriver dans la première ligue, il savait que le calendrier était chargé. Pour faire le tour de table, vous gardez le micro. Pourquoi la première ligue ne produit pas de ballon d'or ces dernières années? Ouais, parce que c'est vrai que c'est l'un des championnats les plus suivis, mais je crois que là où le football se joue avec autant de spectacles, c'est en Espagne. Lorsque vous voyez ceux qui ont gagné le ballon d'or, ils se retrouvent souvent. La dernière fois qu'un joueur anglais a gagné un ballon d'or, c'est Cristiano Ronaldo avec Manchester United. Donc, depuis, moi je pense qu'il y a plus de spectacles de l'autre côté. C'est vrai que la première ligue produit plus d'argent. Plus de densité, mais lorsqu'on parle de visibilité, mais lorsqu'on parle de spectacle à proprement parler, ça se retrouve du côté de la Liga. Je pense également parce que les deux joueurs qu'on considère comme les meilleurs joueurs du monde se retrouvent en Espagne. Et depuis pratiquement 10 ans, ce sont les deux là qui gagnent. Mais curieusement, il n'y a pas d'autres joueurs qui sortent du lot pour pouvoir les titiller. Il y en a. Du côté de l'Angleterre. Du côté de l'Angleterre, allez-y. Quand vous prenez Harry Kane, entre-temps, vous savez, Kane a réalisé des saisons incroyables. À l'époque, quand on prend les ballons d'or, Pavel Nedved, les Shevchenko, ils n'avaient pas fait grand-chose que ça. Mais aujourd'hui, ils étaient en Italie. Ils étaient en Italie, bien sûr. Mais aujourd'hui, l'exigence de Messi et de Cristiano fait que ce que tu dois faire il y a 10 ans, tu es obligé de faire le quadruple aujourd'hui pour avoir le ballon d'or. Et tu n'es même pas sûr. Et donc en première ligue, on ne pourra pas avoir un futur ballon d'or. Tant que les deux c'est possible. C'est possible. Vu la saison que Kane a fait, la saison dernière par exemple, où Kane... Il faut dire qu'il a fini 2 fois meilleur buteur de la saison. Meilleur buteur de la première ligue et Tottenham peut-être gagne la Ligue européenne des champions. D'accord. Ce sont des suppositions. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'il faut briller en championnat, mais il faut être aussi performant en Ligue européenne des champions et peut-être avec sa sélection aussi pour prétendre être ballon d'or. Ce que les deux autres arrivent à faire. Donc, et surtout, ils placent la barre très 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 haute. Donc, c'est difficile d'arriver à leur niveau. Roméo? Oui, c'est vrai ce que Ezekiel dit, parce que pour être ballon d'or, non seulement il faut avoir du talent, mais également il faut compter avec son club et sa sélection. Aujourd'hui, les joueurs là qui sont capables de gagner peut-être la Ligue, enfin le ballon d'or, je vais citer Gareth Bale et Suarez, ils sont partis. Ils sont maintenant en Espagne. Ça veut dire tout simplement que l'Espagne attire beaucoup ces joueurs-là parce qu'il y a beaucoup de spectacles. C'est un championnat qui ne demande pas assez d'efforts physiques. Et là, les joueurs se plaisent comme ça. Vous demandez à un joueur de jouer, de se dépenser autant physiquement, il est cramé. Je crois qu'il va peut-être préférer aller ailleurs où il peut retrouver au sein de ces équipes-là d'autres stars. Parce qu'en Espagne, aujourd'hui, on compte beaucoup de stars. Merci. Vous jouez dans un on va fermer la parenthèse. On applaudit autant les tacles que les buts. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Merci beaucoup, c'est sur ce mot qu'on va refermer cette page du débat des spécialistes. Direction cette fois-ci le terme sportif. Question de l'auditeur. On va s'intéresser au thème sportif avant la question des auditeurs avec vous, Ezekiel Ayi-Ataye. Oui, on va aller très vite. Allons-y. On va parler de forfait. Oui, alors, forfait. Il y a une équipe qui déclare forfait, c'est simple, ou une équipe qui est déclarée forfait. Oui. C'est cette équipe qui renonce à participer à un match ou à une compétition. Donc, un forfait également sanctionné d'une défaite par 3-0. En France ou dans d'autres pays, au Togo par exemple, c'est une défaite, un forfait, c'est 3-0. Oui. En Belgique, c'est 5-0. Voilà. Donc,
Et il faut noter qu'un forfait peut même être sanctionné par une exclusion de la compétition, tout simplement. Donc, mais il n'y a pas que les équipes qui peuvent déclarer forfait. Les joueurs également peuvent déclarer forfait. Donc, c'est juste un joueur qui était pressenti ou qui devrait jouer un match, mais qu'à la fin ne joue pas. Par blessure ou par sanction, voilà donc ce qu'on peut retenir de ce mot forfait. Les arbitres aussi déclarent forfait. C'est possible, hein? Oui, ça arrive. C'est un acteur. Oui. La première partie, l'arbitre était là, mais en seconde mi-temps, c'est une autre. Oui, tout à fait. L'arbitre peut avoir un malaise. L'arbitre peut se blesser également au cours du jeu en courant. On a vu des arbitres tomber. Il y en a même qui avalent leur sifflet. Voilà. Oui, attention. Ce n'est pas bon à voir. C'est très dangereux. Sinon, la dernière fois, Unisport a déclaré forfait face à Semassi. Donc, Semassi a eu 3 points. 3 points. 3 points gratuits. Mais je voudrais poser une question, mais je la garde pour la prochaine fois. Merci Ezekiel Ayataï. Question des auditeurs. On va prendre une sur les 3 qui nous sont parvenus. Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe. Alors, la question qui... elles sont nombreuses, elles sont 3 qui sont arrivées. On va s'intéresser à la question de... Oui, K.O. Desaba. La première question, on la prend comme ça. Il demande à savoir que devient Gareth Bale. Voilà, Roméo il est là avec... Gareth Bale est là, le fameux B de la BBC. Oui, ça fait déjà 24... C'est le premier ou bien le deuxième B? La BBC. C'est le 3e. On va inverser ça avec ses bébés. Allez-y. Donc, il est souffrant, mais selon les informations des médecins, des Madrilènes, il va revenir. Normalement, il devait jouer le match contre Atlético Madrid, mais il ne voulait pas prendre assez de risques. Donc, on a laissé pour l'instant Gareth Bale. Peut-être il va revenir vers la fin de cette année 2018. Vivement, parce que c'est un joueur fragile physiquement. Hein. Oui, c'est la 18e blessure depuis qu'il est arrivé au niveau du Real. 18e blessure. 18e blessure, au moins 3 blessures par saison. Ce n'est pas bien pour un joueur qui se veut performant. C'est même bien pour le Real. Parfois, quand il est là, c'est 60% de victoire, mais quand il n'est pas là, c'est 80%. Donc vous voyez un peu. Tu parles même d'un retour en Angleterre, Manchester et puis Chelsea qui sont sur la ligne. Voilà, et on a fixé le taux à 90 millions d'euros. Pour sa clause libératoire. 90 millions d'euros. Pour un joueur qui, quand il est là, vous gagnez à 60%, et quand il n'est pas là, vous gagnez à 80%. Et il a raté 40%. Peut-être que son pays lui manque. C'est un géant au pied d'argile. Ezekiel, dédicace pour terminer cette émission. Vous profitez en même temps pour donner votre top 3 africain si vous en avez. Dédicace à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Tout à fait. Tout simplement. Voilà. Allez, hi, big up. Dédicace à tous les fans de cette émission. Oui. À Zarif. Voilà. Et puis, pour le top 3 africain, moi je... Qu'est-ce que tu as? Non, Zarif a eu son anniversaire. Oui, rapidement. Pour le top 3 africain, moi je place Adebayor numéro 1 pour son triplé. Bien sûr. Suivi de Mohamed Salah, le roi Sané. Absolument. Voilà. Roméo? Oui, je salue Elom Dopla, alias Papa Baby, arbitre togolais de football. Oui. Bon, c'est de lui qu'il s'agit. C'était dans le match Dito Est-Goport. Il a signé forfait. Oui, mon top 3. Oui, top 3. Mohamed Salah, Adebayor, Aubameyang. Merci beaucoup. Oui, on va saluer comme toujours Esther. Espoir, Titi, on salue également Kenneth, Daniel, Pascal, Marouf, Gloria, Innocent, le taximan One Love, le Barcelonais, et puis tous les autres pour le top 3 africain. Moi, je prends Cédric Bakambu, Mohamed Salah et puis Emmanuel Adebayor. Rapidement, Ezekiel, pour fermer la boutique. Oui, le top 3 africain. Vous êtes déjà en retard, messieurs. Le top 3 africain, Adebayor, Salah et Bakambu. Bien.
Bien, merci beaucoup d'être passé, chers spécialistes. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci également à Elom Adovan qui a assuré le web mastering. Mise en onde de cette émission, Théo Javon. On se dit à vendredi prochain, toujours avec le même plaisir. À bientôt. Ciao, ciao.